Bienvenue dans le podcast Nouvelle Conscience. Nous discuterons ensemble de projets, d'œuvres et d'acteurs vecteurs d'espoir pour l'édification d'un monde plus respectueux du vivant et de soi-même. Je suis Manon Sala et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien intrinsèque entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Je vous invite à me joindre dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Julien Vidal au micro de Nouvelle Conscience. Julien Vidal est auteur, conférencier, podcasteur engagé pour une société plus écologique et solidaire. Après un parcours en tant que volontaire humanitaire à l'international, Julien Vidal revient en France et lance le projet Ça commence par moi, qui réunit plusieurs milliers de participants et de participantes en à peine 2 ans. Ça commence par moi est une plateforme d'échange de pratiques qui regroupe aujourd'hui plus de 400 éco-gestes réalisables par tous et par toutes au quotidien. Véritable catalyseur de pratiques écologiques, il a participé à une série d'émissions en collaboration avec le média Brut Nature, ainsi qu'à des chroniques diffusées dans la quotidienne de France 5. Aujourd'hui, Julien Vidal poursuit son exploration pour un futur souhaitable à travers son podcast 2030 Glorieuse. Julien part tous les 15 jours à la rencontre de celles et ceux qui s'engagent pour concrétiser ces utopies vivantes à travers des projets porteurs de sens et de respect du vivant. Vous l'aurez compris, Julien est un homme engagé, optimiste, qui croit en l'élan du collectif pour faire rejaillir des valeurs de solidarité, d'interdépendance et d'éthique dans l'action. J'espère que cet épisode vous inspirera et vous motivera à rejoindre le mouvement. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Julien. Salut Manon. Comment tu vas aujourd'hui ? J'ai eu de la chance d'intervenir auprès d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs des quartiers ce matin, et c'est génial parce qu'à chaque fois que je vais dans un groupe différent, auprès d'un public différent, j'y vais toujours en me demandant jusqu'à quel point ces personnes-là sont sensibles au sujet qui m'intéresse. Et là, tu vois, alors que pourtant ce sont des jeunes, des quartiers, et que en général on passe pas mal de temps dans les médias mainstream à dire à quel point ces jeunes-là sont égoïstes, pas motivés et pas conscients des enjeux. Bah là, on a eu 3 heures de questions-réponses absolument passionnantes sur tout ça, sur la société de demain, sur le rapport du GIEC, bref. Et c'était vraiment, vraiment génial et ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà. Et toi ? Moi, je vais vraiment bien, merci. Je suis à Paris, là, je suis venue pour la marche pour le climat qui a lieu samedi. Rejoindre des copains et donc pareil, une bonne énergie. Donc c'est chouette, on est tous les deux gonflés à bloc alors pour l'interview. On va dire ça. Super, c'est chouette en effet que tu puisses transmettre ces idées à tout type de public dans des contextes différents parce que voilà, ce sont des thématiques qui nous concernent tous et toutes et vraiment, les rendre accessibles, ça fait aussi partie de l'enjeu, de les familiariser à tout type de milieu. La première question que je voudrais te poser concerne la République du vivant. Donc, on va rentrer de suite dans le vif du sujet. C'est une proposition que tu fais dans ton nouvel ouvrage 2030 Glorieuse, où tu parles notamment de différents ministères. Le ministère du temps, du sens à l'emploi, le ministère du temps long. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette république qui, selon toi, permet de revenir à une vision vivante de la société ? Donc, c'est quoi ? Et une vision vivante de la société aussi, qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais, c'est fou de parler de tout ça parce que j'ai l'impression que c'était il y a déjà longtemps pour moi. Tu sais, quand on publie un livre, en fait, on parle un peu à soi-même dans le futur parce que le livre, ça fait déjà quelques temps que je l'avais en tête. Je l'ai écrit vraiment, vraiment l'année dernière. Et
je dois t'avouer qu'au moment où j'ai formalisé ce projet, je l'ai soumis à mon éditeur, l'envie c'était d'arriver à faire en sorte de parler des sujets qui me semblaient vraiment, vraiment primordiaux, euh, en anticipant de manière malheureusement un peu négative à l'époque les élections présidentielles qui ont lieu là. J'avais peur en fait qu'on parle pas d'écologie, qu'on parle pas de climat, qu'on parle pas de démocratie renouvelée, qu'on n'essaye pas de remettre le citoyen au cœur de manière constructive voilà, de toutes ces questions qui font la société de demain et qui devraient être en fait au cœur du débat. Et cette peur, malheureusement, elle s'est confirmée. Les élections, là, on est en plein dedans et depuis des mois et des mois, il n'y a que 3% du temps de parole qui est consacré aux sujets climatiques et environnementaux. Et l'idée, c'était de dire qu'en fait, et je le dis parce que ça fait des années que j'échange avec des personnes à ce sujet, que je me renseigne, que je me forme, que je m'informe, et que là en particulier avec mon podcast, puisque je suis podcasteur aussi, avec un podcast qui s'appelle 2030 Glorieuse, ça fait depuis des années que je me rends compte que en fait, toutes les solutions existent pour faire en sorte que notre mode de vie, notre société se mette à la hauteur des enjeux écologiques et solidaires de notre siècle, et que ça passe notamment par changer nos institutions politiques. Je m'emballe, ça y est. Et on parle souvent de sixième République. Moi, j'avais envie de la mettre vraiment sous le signe du vivant, cette République, parce qu'on a besoin de recréer des ponts avec le vivant dont on s'est désolidarisé et qu'on est en train d'exploiter sous toutes ses formes. Hein. Le vivant, c'est les autres êtres vivants, c'est les écosystèmes, mais c'est aussi les autres êtres humains, c'est nous-mêmes. Et donc, c'est une république qui fait preuve d'humilité, si je devais le dire rapidement, et arrêter de tourner autour du pot de cette réponse que je dois te donner. En fait, c'est une société qui se rend compte que le vivant, c'est pas un prétexte pour continuer à vivre à peu près de manière durable sur cette terre. C'est ce qui nous fait vivre, en fait. C'est ce qui nous relie à cette planète, à ce vaisseau Terre, à tous les autres écosystèmes, les autres êtres vivants qui sont ici. Et ça serait du coup, voilà, cette déclaration d'interdépendance et d'humilité qui nous permettrait de rester sur cette planète le plus longtemps possible. Voilà. Et comment, selon toi, on peut cultiver cette humilité, puisque peut-être que le modèle dans lequel on s'inscrit, les messages qui sont véhiculés par ce système, tu parles notamment d'une opposition dans ton livre entre le mythe du self-made man, où on doit tout réussir tout seul en se mettant en avant, et toi, tu proposes justement un retour au collectif et à une horizontalité. Est-ce que c'est ça un peu l'humilité aussi, c'est recréer des liens et se mettre d'égal à égal avec toute forme de vie sur Terre? Ouais, entre autres, hein, t'as raison. Ça passe par beaucoup de choses, parce que je t'entendais parler, et effectivement, j'essaie même, tu vois, de réfléchir à d'où vient l'humilité que j'essaie de porter, que j'essaie de faire croître aussi, de nourrir, hein, parce que c'est pas quelque chose forcément d'inné, ou en tout cas, notre société l'encourage pas. Et si effectivement c'est de se rendre compte à quel point, je l'ai dit hein, et je le redis, on est interdépendant et que on vient au monde avec plein d'acquis, plein de choses qui sont laissées par les anciennes générations. Et c'est pas qu'une dette climatique, il y a plein d'innovations, il y a plein d'inventions, il y a plein de savoirs qui ont été partagés, consolidés. Il y a aussi sans doute la question d'arriver à être suffisamment, comment je le dirais, conscient de soi-même pour s'abandonner aussi un peu, parce qu'en fait, il y a vraiment notre société, elle est nourrie à nos égos, elle est adressée à nos égos, et c'est plus que ça, c'est des égos qui se percutent, qui s'opposent, qui se font la compétition. Et donc il y a aussi de ça, tu vois, il y a aussi de se poser la question de notre place sur Terre, de ce qui nourrit cet ego, de ce qui devrait l'apaiser aussi, et que ce soit par une distanciation avec la surconsommation, avec le matérialisme, avec la compétition, ou aussi une écologie plus intérieure, plus spirituelle. Je pense il y a un travail à faire aussi qui, pour le dire simplement, devrait nous permettre de nous rendre compte que en fait, le trou béant qu'on a en chacun de nous, il va pas se refermer en continuant d'accumuler des possessions, des promotions, des richesses, et en essayant de faire en sorte que les autres soient en dessous de nous pour avoir le sentiment d'être le plus grand possible. Au contraire,
que de se mettre au service de quelque chose qui nous dépasse, ça nourrit autrement plus et ça nous permet de nous sentir encore plus épanouis. Mmh. D'accord. Oui, c'est vrai que bah là, tu fais la transition avec une question que je voulais te poser. Tu dis que c'est important dans ton livre de faire un examen de notre conscience au quotidien et donc pour ça voilà de revenir à une forme d'intériorité et de pas peut-être un ralentissement, mais en tout cas prendre sa propre temporalité à contrario d'un modèle qui va toujours plus vite et qui nous sollicite constamment. Est-ce que pour toi justement être plus en phase avec qui on est, avec nos inspirations profondes, ça permettrait de faire émerger des solutions bonnes pour un futur souhaitable? Hmm. Ouais, je me fais un petit pas de côté sur ta question, Manon. Et en fait, tu vois, moi, je me mobilise pour ces sujets écologiques, pour le dire rapidement, mais qui est une écologie du vivant, donc qui touche aussi les autres êtres humains, et donc qui forcément a un pendant social très très fort. Et souvent, le premier piège dans lequel on tombe sur ces sujets, c'est de dire qu'il faut sauver la planète. Tu vois, il faut sauver la planète, il faut sauver la planète, il faut sauver la Terre. En fait, la Terre, elle n'a pas besoin d'être sauvée, hein, elle existe avant nous, elle existera après nous. Il faut en fait qu'on arrive à sauver les conditions qui permettront à l'humanité de vivre décemment sur cette Terre. Et donc, ça passe par aussi l'acceptation que bah, c'est nous, les êtres humains, qui sommes en train de tout détraquer et que très souvent, presque la meilleure des actions serait de ne rien faire. Et donc, il y a souvent des études, enfin souvent non, assez rarement, mais de plus en plus, on entend parler, soit par des scientifiques, soit par des militants, de la nécessité de ralentir. Et donc, il y a par exemple des scientifiques qui ont quantifié le nombre d'heures qu'il faudrait travailler pour arriver à faire en sorte que des pays se mettent à la hauteur de ces engagements climatiques. Et en fait, on se rend compte que bon, bah, si on continue à polluer comme on pollue, à vivre comme on vit, il faudrait que plutôt que de travailler 35, 40, 50 heures par semaine, on travaille plutôt 10, 12, 20 heures par semaine. En fait, il faudrait ralentir. Et là-dessus, euh, je regarde moi du coup différemment des mouvements qui existent depuis assez longtemps, notamment le mouvement Slow Life. On a entendu parler de Slow Food, de Slow Travel, etc., qui dans les voilà dans ces solutions qui sont mises en avant pour nous permettre de nous remettre dans le chemin du vivant, en fait, nous appellent largement à ralentir. Ceci étant dit, je reviens à un cas plus présent peut-être et plus personnel pour dire qu'on se retrouve tous et toutes dans une roue de hamster, hein. On est tous et toutes à courir nos vies dans ces roues de hamster et c'est paradoxal parce que on est à une époque où on n'a jamais aussi peu travaillé de nos vies et à la fois j'ai quand même le sentiment, la perception qu'on a l'impression qu'on n'a jamais été aussi sollicité et qu'on n'a jamais eu aussi peu de temps pour faire les choses qui nous font vraiment du bien. Parce que, en fait, on a notre loisir, nos loisirs, notre temps où on pourrait faire les choses qui nous permettraient vraiment de nous épanouir, qui est cannibalisé par les écrans, par toutes ces sollicitations qui étaient, il y a quelques années en arrière, la simple télévision devant laquelle on passait en moyenne déjà, nous les Français, près de 4 heures et qui est aujourd'hui en train de devenir l'ordinateur à travers lesquels on est en train de se parler en ce moment, nos tablettes, nos smartphones, nos montres maintenant connectées, etc., etc. Et donc, effectivement, il y a ce besoin de ralentir. Et donc, je pense que ça passe par recréer de la place pour ouais, nous faire vraiment du bien. Non pas en essayant d'alimenter des besoins qui nous sont imposés et de tomber dans des pièges qui nous sont tendus à dessein hein, par tout un tas d'objets qui essayent de capter au maximum notre attention pour générer des revenus. Mais au contraire, de créer des espaces voilà, libres d'écran, libres de sollicitations technologiques pour soit mener nos passions culturelles, artistiques, sportives ou que sais-je, soit même carrément nous ennuyer et donc dans ce cas-là avoir le temps de, ouais, pourquoi pas, méditer, écouter notre petite voix intérieure qui en fait, j'ai l'impression, se trompe assez peu, mais qu'on a complètement arrêté d'écouter. Et c'est aussi pour ça qu'on est souvent à attendre une crise, une crise physique, une crise de santé, une crise
mental pour se rendre compte qu'il y a vraiment quelque chose qui tourne pas rond. Peut-être que si on arrivait à lutter un peu contre ces sursollicitations, on aurait un petit peu plus de place dans nos têtes, dans nos vies, pour écouter nos voix intérieures, si on peut le dire comme ça. Merci, ouais. Ouais, 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 ça me parle beaucoup ce que tu dis. Et toi, quel conseil tu voudrais donner ou qu'est-ce que toi tu fais même dans ton quotidien pour justement te mettre à ton propre diapason et te laisser ces soupapes de créativité, de reliance à ta conscience. Est-ce que tu y arrives? Est-ce que tu pourrais nous proposer des Hmm. petits outils? Déjà, je commence par dire que c'est vraiment très difficile et qu'en toute humilité, c'est une bataille du quotidien et que même moi, en fonction de la taille de ma to-do list, de mon humeur du jour, du climat, enfin en tout cas de la météo qu'il y a dehors et tout ça, j'ai plein de raisons de tomber dans les pièges de notre société, hein. On a vraiment en fait tout un système à contrôler, à changer, à cadenasser, à réorienter. Donc je suis pas là pour jeter la pierre aux gens qui se font happer par leur téléphone et leurs notifications et leur télévision et tout ça, hein, pas du tout. Tout est créé pour qu'on se fasse piéger. Mais j'ai essayé de créer des pare-feux qui sont plus ou moins efficaces en fonction, encore une fois, du moment. Je peux vous en donner quelques-uns. Là, en ce moment, ce dont je suis assez fier, ce que j'arrive bien à faire, là, c'est de plus monter mon téléphone dans ma chambre. Et donc, j'ai pas de téléphone le soir avant de me coucher, ni le matin avant de me réveiller. Et ça me laisse du temps pour bouquiner, pour rêvasser, pour échanger avec la personne qui est à côté de moi, pour regarder la lumière percer à travers les rideaux, les arbres qui ont les feuilles qui sont en ce moment en train de grandir, les oiseaux qui passent. Bref, donc ça, c'est quelque chose qui me fait du bien. Et après, c'est de mon côté essayer de faire en sorte qu'il y ait le maximum de temps passé dans la nature. Donc j'habite en ville, c'est pas tout le temps évident, mais j'ai un parc à côté de chez moi, des rivières, des fleuves. Donc ça, c'est ces connexions avec le vivant que j'essaie de rendre les plus régulières possibles. Idéalement même de pouvoir prendre un train et puis d'aller directement à la montagne, parce que j'habite pas loin de la montagne et ça me fait vraiment, vraiment du bien. Et à côté de ça, de manière beaucoup plus quotidienne, technologique presque, bah, tout simplement, j'ai désactivé toutes les notifications qui ne sont pas, on va dire, des fonctions vitales de mon téléphone, c'est-à-dire la messagerie et le téléphone. Donc, je vois pas si on m'envoie des messages sur WhatsApp ou sur Messenger ou des choses comme ça. J'ai pas de petites pastilles rouges qui s'affichent absolument de partout. J'ai pas de son, j'ai pas de bannière, j'ai rien. Il faut que ça soit moi qui fasse la démarche d'y aller pour pouvoir le faire. J'ai mis des chronos aussi. Enfin, j'ai limité mes applications de réseaux sociaux pour essayer d'y passer que 15 minutes par jour maximum, même si de temps en temps je le dépasse, vu que je passe un peu de boulot aussi. Enfin, j'ai un peu de temps de boulot sur ces applications parce que je poste du contenu et tout ça. Bon, moi, j'essaye quand même de tenir en tout 15 minutes par jour. Mais ça, c'est pas tout le temps évident. Enfin voilà, il y a plein de petites barrières. Il faudrait que ce soit en fait beaucoup plus efficace, hein. Il faudrait que j'ai un téléphone comme le bon vieux Nokia 3310 qu'on avait à l'époque. Il faudrait que j'arrive à faire en sorte que mes films ne soient pas sur l'ordinateur le soir pour pas à nouveau être devant un autre écran, de privilégier les livres et les jeux de société et tout ça. J'y arrive pas encore tout le temps, tout le temps. C'est... Ouais, ouais, c'est vraiment par étapes. On peut peut-être se dire qu'on peut pas changer du tout au Non. tout, mais il y a des transitions comme ça. Et là, ce que tu viens de proposer, je pense que c'est accessible à tout le monde. C'est ça, c'est pour ça que je le proposais comme ça, ouais. Ouais, ben merci. Et justement, c'est ça qui est chouette dans tes livres, notamment, enfin moi, celui que j'ai adoré, c'est ça commence avec vous. Voilà, où vraiment tu proposes plein d'idées, enfin avec des bucket lists, enfin des listes de choses à cocher, dans tous les domaines, et tu montres aussi, voilà, l'importance d'imaginer des nouvelles formes pas de, si, de résistance finalement. Ça, tu l'as créé toi-même Ouais. en créant tes propres barrières en fonction de tes besoins. Ben, tu parles notamment du rôle de l'imagination, le pouvoir des utopies pour justement créer une forme de société voilà, plus vertueuse. Est-ce que pour toi, la crise écologique, c'est aussi un défaut
c'est dû à un défaut d'imagination. C'est également une crise des nouveaux idéaux, une crise des idées qui vont vers un sens mauvais pour nous et pour le vivant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette idée-là? Ouais, bien sûr, avec plaisir pour développer sur ce sujet dont je commence par dire déjà que je suis loin d'être le seul à dire ça et que, au contraire, je m'inscris vraiment dans un courant de pensée qui est de plus en plus grand maintenant et moi aussi j'ai pas mal évolué par rapport à ça et un livre comme celui que vient de sortir Rob Hopkins, Et si, par exemple, chez Actes Sud, le dit beaucoup mieux, de manière beaucoup plus étayée, hein, tout ça. Et Rob Hopkins, ça fait longtemps qu'il bosse sur ces sujets, donc je me sens pas du tout la légitimité d'être un des porte-étendards de ces questions. Et à la fois, je veux bien témoigner de mon évolution aussi par rapport à ça et de ma compréhension de ce point clé, en commençant un peu plus tôt dans ma réponse, en revenant un peu en arrière, en tout cas, à l'époque où je bossais dans les ONG, j'étais toujours frappé de voir que même en étant dans les bidonvilles les plus vulnérables, les plus pauvres des Philippines, le modèle de réussite par excellence, c'était Tony Stark, tu vois. En gros, les jeunes, ils rêvaient, avec lesquels on travaillait, les jeunes, ils rêvaient de devenir Tony Stark, parce qu'ils voulaient une EDR8, ils voulaient être entourés de technologie, ils voulaient une grosse maison le long de la côte. Et ça, c'est vrai que en fait, ça m'a choqué de me rendre compte que même quand on a les besoins primaires, les besoins de base, pas, enfin tout le temps à retravailler et qu'il faut tout le temps batailler pour pouvoir y répondre à ces besoins, bah, qu'en fait, on rêve de démesure, on rêve de suraccumulation. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait vraiment une bataille des imaginaires à mener, parce qu'au-delà d'une vie plus décente à travers un salaire plus décent, ces jeunes, une fois on avait terminé de les accompagner, en fait, on les vouait quand même à une vie de frustration, dans le sens où bah, ils allaient jamais avoir la vie de Tony Stark quoi qu'il arrive, ils allaient voir toujours plus, et ils étaient un peu dans ce piège de la surcompétition, et que pour ça, en l'occurrence, le soft power américain avec bah, les films Marvel et le cinéma dans son ensemble, il avait fait un sacré boulot. Et donc, en rentrant en France, avec l'envie de vraiment comprendre toutes les limites qu'il y avait sur les enjeux écologiques, je me suis rendu compte que à raison, la parole, elle avait été souvent accordée à des scientifiques sur ces sujets, et que les scientifiques sont très bons pour mettre en avant des chiffres, produire des rapports, expliquer tout ce qui mériterait qu'on change, et donc ben, toutes les attaques qu'on fait aux écosystèmes, et qu'à la fois, bah, les scientifiques, c'est leur travail de faire ça, mais c'est pas leur travail de mettre en avant tout ce qu'on aurait à gagner à se mettre en mouvement, et que peut-être, en fait, on s'est un petit peu enfermé dans ce rôle ou en tout cas ce biais de dire que l'écologie, c'est forcément des mauvaises nouvelles. Et, euh, et là où le capitalisme continue à être largement déployé, parce que les réseaux sociaux, parce que la publicité, parce qu'en fait tous les récits qu'on se partage, et nous-mêmes, on est un peu des, des panneaux publicitaires vivants, parce qu'on affiche sur nous au quotidien nos marques et nos préférences et nos goûts de toutes les manières auxquelles on peut penser. Ben, les modes de vie qui défendent largement le vivant, les justices, la solidarité, ils sont peut-être pas aussi nuancés, colorés, on les matérialise beaucoup plus difficilement. Et que ça empêche ce passage à l'action, parce qu'en fait, quand on dit, mais attends, si je lâche la branche du capitalisme pour aller vers celle d'un monde plus durable et plus solidaire, qu'est-ce que ça veut dire? Et, euh, et si on se projette juste avec les briques de Lego qu'on a eues jusqu'à présent, qui sont des alertes du GIEC et des rapports et des études scientifiques qui tirent la sonnette d'alarme, alors bah, effectivement, on a un peu l'impression que ces modes de vie seront forcément liés à de la frustration, à de la culpabilisation et à de la décroissance, qui en fait est seulement un tout petit volet de tout ce que ça représente. Et en tout cas, moi, je me suis rendu compte que pour les avoir vécues, toutes ces choses qu'on avait à gagner, parce que j'ai travaillé dans des tiers-lieux passionnants, parce que j'ai eu plein d'occasions de voir un peu, de toucher du doigt, de rencontrer les gens qui portent la société que j'appelle celle des 2030 glorieux, celle du vivant, ben en fait, je me rends compte à quel point on a tout intérêt
à changer parce que ça veut dire qu'au contraire, on met dans nos vies beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de créativité, beaucoup plus d'humour, beaucoup plus d'amour. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus lent, mais beaucoup plus intense. Enfin, en fait, on gagne beaucoup et que du coup, il y a besoin de le dire, il y a besoin de le raconter, il y a besoin d'avoir des récits pour pouvoir porter ces imaginaires et donner envie à celles et ceux qui n'auraient pas encore passé le cap de s'y mettre. Et donc, ça passe par des conteurs, des artistes, des auteurs, des scénaristes, des poètes, des chansonniers, enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a besoin de lui donner du corps à cette société de demain. Et sur ce plan, la bataille des imaginaires, elle me semble être centrale, effectivement. Oui, donc tu penses aussi que l'une des difficultés de cette transition, c'est peut-être que justement, c'est pas forcément un objet, c'est pas évident de faire de ces nouveaux modes de vie un objet de marketing. C'est pas, on peut pas le montrer en image. En fait, on peut le sentir, et donc du coup, ça demande peut-être d'expérimenter. C'est ça que tu veux dire? On n'a pas C'est vraiment très difficile. d'alternative. En fait, on a l'impression que c'est très loin de nous. Donc, on a l'impression que c'est loin de ce qu'on connaît, de ce qu'on sait. Ouais. Je pense que c'est un blocage aussi, ça, pour cette transition. C'est une bonne question, c'est une bonne remarque que tu fais, Manon. C'est très difficile de répondre parce qu'effectivement, je pense que la meilleure manière de comprendre son intérêt, c'est comme tu le dis, de l'expérimenter. Ça tombe bien. Il y a tout un tas de porteurs de projets, d'entreprises, d'organisations qui font que cette société, ces sociétés de demain, ces manières de vivre ensemble, elles existent et donc on peut, en tout cas, les toucher du doigt, aller rencontrer ces gens qui les portent et sentir leur énergie. Et à la fois, je pense mais ça c'est une ligne de crête pas évidente, mais on peut quand même utiliser un peu les armes du capitalisme et les dévoyer, tu vois, ce serait une sorte d'aïkido, reprendre cette violence-là et la détourner dans le sens qui nous intéresse, parce que, tu vois, les réseaux sociaux, quand je vois sur Instagram qu'il y a de plus en plus de personnes qui mettent en avant le mode de vie vegan, les fripes, ou végétariens, ou les tiers-lieux, ou le voyage à vélo plutôt que le voyage en avion, je me dis que, tu vois, dans ce combat des imaginaires, y a aussi ces tendances qui arrivent et qui s'imposent, à condition de pas tomber dans ce piège d'un capitalisme qui viendrait verdir en fait ses vraies convictions, les rendre un peu trop simplistes et continuer le jeu de la suraccumulation, du trop-plein et qui viendrait dévoyer tout ça. Il faut faire très attention parce que malheureusement, j'ai l'impression que la grande force du capitalisme, c'est de prendre tous les potentiels concurrents, de les digérer et de les régurgiter, mais comme si en fait ils continuaient à être vidés de leur substance et qu'ils pouvaient légitimer le fait de continuer à suraccumuler tout et exploiter le vivant. Donc, au niveau stratégique, je sais pas. C'est un jour oui, un jour non. Tu vois, un jour tu me poses la question, je te dis que c'est une bonne idée de Ouais. continuer à être présent sur les réseaux sociaux et c'est pour ça que j'y suis. Et le lendemain, je me dis que je vais tout arrêter et que ça me saoule de dépendre de d'intelligence artificielle ou d'algorithmes sur lesquels j'ai aucun contrôle et que je passe des heures sur des écrans pour en fait toucher de moins en moins de monde parce que il y a des personnes à l'autre bout de la planète qui ont décidé que les questions politiques, sociales et écologiques en fait elles pourraient pas être mises en avant en premier sur les réseaux sociaux. Ouais, tu sens que les algorithmes ont vraiment un peu rayé ces Complètement. thématiques, Ouais, complètement. T'imagines, quand je commence sur ces sujets en 2017, 2018, la page de Ça commence par moi, elle passe sur Facebook à l'époque de quelques centaines de personnes à près de 100 000 personnes. Je faisais des posts des fois qui étaient vus par 200, 300, 500 000 personnes. Il y avait des milliers de commentaires, d'interactions, enfin de likes à minima. C'était fou, quoi. Et là, maintenant, Facebook étant Facebook est bien boudé, mais même sur Instagram et tout ça, quand je vois quand je compare le travail même des influenceurs, enfin des personnes les plus actives sur les réseaux sociaux, sur les sujets qui m'intéressent, et derrière les influenceurs et influenceuses mode, fashion ou j'en sais rien, quand je vois la différence de likes, d'interaction, je me dis que c'est fou, quoi. Je me dis que c'est fou. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu injuste.
Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est, voilà, comme tu dis, le fait qu'on dépende, voilà, d'une machine de codage. Mais voilà, je pense que peut-être que justement en sortant de nos écrans et en étant de nouveau en contact avec le réel, comme ça a été pour toi ce matin, par exemple, le cas devant ces jeunes, ou quand tu as des retours, enfin, Ouais, tu vois, enfin, j'imagine sur tes ouvrages, enfin, tu te rends compte que l'écho est toujours là ouais. et que c'est ça qui compte. Mais c'est vrai que ça dépend de la portée peut-être qu'on veut donner aussi à l'action, l'échelle dans laquelle on se situe. Donc, mais moi, je pense que de toute façon, la balance, elle va forcément peser dans le bon sens à un moment donné. Peut-être que c'est lent, mais je pense que c'est important de continuer à se mobiliser. Et même si on a moins d'impact direct, c'est peut-être un travail plus long, mais plus durable, j'espère. Ah oui, non, mais c'est sûr. Et ça revient à ce qu'on disait sur l'ego aussi, hein. Si on le fait, même s'il y a toujours une part d'ego, parce que ça, c'est sain aussi, c'est ce qui nous met en mouvement. Euh, Moi, en tout cas, je fais pas ça pour. Je pourrais pas faire ça si c'était une question de visibilité et de nombre de likes ou de choses comme ça. Ça pourrait pas marcher sur le très long terme. Et vu qu'on court un marathon sur ces questions-là, faut que ça nous remplisse autrement. Et donc, pour ça, il y a aucun Ouais, problème. c'est ça. Ouais, ben, tout à l'heure, tu disais qu'être écolo, ça rendait heureux. Tu l'as même écrit dans un de tes Ouais. livres. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Parce que donc, on parlait, ben voilà, pour faire le lien aussi à ces idées de modèles qu'on a peu. Toi, tu en présentes sur ton podcast, voilà, 2030 Glorieuses, où tous les 15 jours, tu présentes des modes de vie alternatifs et des métiers, plutôt des métiers. Donc, et tu te parles d'une philosophie de l'apprentissage permanent. Donc, comment le fait de transiter, d'apprendre, de sortir de notre zone de confort, ça peut nous rendre heureux et créer finalement comment donner envie aux gens, qu'est-ce que ça peut leur apporter. On parlait déjà de beaucoup de choses, mais en le liant au bonheur, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin sur cet aspect? Parce que tu parles de sortir de sa zone de confort, et c'est vrai que quand on doit changer nos habitudes, il y a forcément cette remise en question de notre confort, et à la fois, ça va au-delà, tu vois. Moi, en tout cas, le fait de faire ce que je suis en train de faire, c'est bien plus que de sortir de ma zone de confort. C'est d'essayer d'écouter vraiment qui je suis au plus profond, et de cette pulsion de vie qui fait qu'on est chacun et chacune unique. Et je dis pas que c'est confortable, hein, parce que on nous a tellement appris à ne pas nous écouter, à jouer un rôle, à porter un masque, et, et à essayer d'être tous et toutes des, des candidats un peu interchangeables pour correspondre au milieu du travail, que oser enlever un peu cette carapace et désapprendre enfin, tout ce qu'on nous a appris à l'école, ou presque tout, ça secoue, et c'est pas évident. Et à la fois, à un moment, moi, en tout cas, j'avais plus le choix, quoi. Je sais pas comment le dire autrement, mais j'avais plus le choix. Je pouvais plus continuer à jouer ça, à jouer ce mensonge, à me satisfaire de ce compromis, et c'était plus possible, quoi. Ça me rendait fou, en fait. Ça me rendait fou. Ça m'allait pas. Ça me rendait fou, et j'avais pas envie d'être vraiment rempli de regrets au moment où je reverrai le fil de ma vie sur mon lit de mort, tu vois ce que je veux dire? Donc j'avais pas le choix, et au moment où j'ai décidé que bah, cette voie, j'avais vraiment envie de la creuser, de la poursuivre, et donc l'écouter, la voix que j'avais à l'intérieur de moi, et ben là, tout est devenu beaucoup plus simple et beaucoup plus évident. Je te dis pas que ça n'a pas été des montagnes russes, et à la fois, je sentais que tous les matins, j'avais trop envie de me réveiller et de faire tout ce que j'allais pouvoir faire. Et le soir, j'étais trop content d'avoir fait tout ce que je voulais et tout ce que je pouvais et tout ce qui m'intéressait, et de recommencer encore le lendemain. Tout est devenu tellement enthousiasmant, et donc aussi beaucoup plus joyeux, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on arrive à dépasser ces limites qui sont pas évidentes, hein, de la sécurité salariale, donc financière, donc aussi sociale, parce qu'on a plein de contacts qu'on risque parfois de rompre, hein, quand on veut nager à contre-courant. Et à la fois, ça fait tellement du bien. On se regarde dans la glace le matin et on se dit, mais en fait, ouais, je suis là pour ça, je le sens au plus profond de moi, et j'avais plus d'autre choix que de le faire.
Après, tu vois, je te dis tout ça comme si c'était hyper sérieux. Et d'un autre côté, j'aurais pu te répondre en te disant qu'en fait, c'était aussi un peu une culture du pas de côté et de la recherche du dérisoire et de se rendre compte que tout ce qu'on fait, en fait, c'est à la fois très important et à la fois complètement illusoire, justement, et presque inutile. Et donc, il faut aussi reconnaître cet inutile et pas surcharger. Et moi, enfin, j'avoue que je cultive beaucoup l'humour au second, troisième, quatrième degré, l'humour noir et, et que je rigole aussi beaucoup de ma propre posture, tant parfois être trop sérieux par rapport à tout ce qu'on fait, se mettre trop de pression, c'est aussi la meilleure moyen d'échouer. Et je pense que il y a aussi beaucoup de loufoque dans nos vies et il faut l'accepter et ça aussi, ça fait beaucoup de bien. Donc c'est pas évident parce que je fais une réponse un peu schizophrène. C'est à la fois tout est très important et à la fois on s'en fout complètement quoi. Et je pense que ça fait du bien d'arriver à se dire un peu les deux euh, de temps à autre. Ouais, de pas trop se prendre au sérieux. Ah ouais, Donc, ouais, ouais. À la fois, ouais. j'ai l'impression que tout ce que je fais est hyper important et que j'ai pas du tout envie que les générations d'après soient capables de dire, mais toi, t'as fait quoi? Et tu savais et t'as rien fait. Et ça me briserait le cœur de les regarder et de pas justement être capable de maintenir leur regard. Et à la Mm. fois, on est tellement fragile et insignifiant que de temps en temps, il faut péter un bon coup, quoi. Ouais. Ouais, ouais, pour le dire simplement. Ouais, t'as raison, hein, c'est ça. Enfin voilà, pas trop se prendre au sérieux et se dire que voilà, on n'est que de passage. Et peut-être comme, enfin, tu soulignais un point très important, toi tu l'as fait parce que c'était vital pour toi, enfin c'était important. La question que je me pose, c'est, tu vois, on n'a pas tous les mêmes degrés, on se fixe pas tous les mêmes critères. Et donc peut-être que ce dont on parle là, il y a des gens qui vont se dire ouais, mais je m'en fiche en fait et c'est pas important pour moi. Donc peut-être que ça fait aussi partie de, tu vois, du jeu, de les écouter et sans vouloir les faire changer d'avis, mais en leur proposant de nouvelles lunettes et après ils les prennent s'ils en ont envie et puis sinon ben Absolument. ouais. Moi, je le dis souvent, moi, hein. Si encore, tu vois, on décidait vraiment d'avoir une conversation profonde, étayée sur la crise climatique, par exemple, et que en tant que société, on se disait, bah allez, qu'est-ce qu'on fait vraiment? Et qu'il y a des personnes qui arrivaient en me regardant encore une fois droit dans les yeux et qui me disaient, moi, j'ai vraiment réfléchi, j'ai pesé le pour et le contre, et je préfère 1000 fois que ça soit Las Vegas en France dans les 30 prochaines années, qu'on nique la planète une bonne fois pour toutes, mais au moins on en aura bien profité et plutôt que des gens qui se cachent derrière des excuses, des prétextes, qui copient-collent des choses qu'ils ont entendues à la télévision et à la radio et qui Oui. osent pas en fait vraiment ben voilà creuser et se faire une opinion propre et ensuite l'assumer. Après, j'aurais quand même tendance à avoir malheureusement encore trop de foi dans l'humanité pour penser que la majorité des gens aurait tendance à penser au bien-être d'autres personnes à l'autre bout de la planète ou à celui des générations futures. Mais de se poser la question, et donc aller, c'est ça qui est aussi de temps en temps un peu frustrant. Là, ça pique, hein, quand on essaie de se poser vraiment des questions et qu'on dépasse les raccourcis que nous a offert la société, dans lesquels auxquels on s'est habitué, donc dans lesquels au bout d'un moment on se complaît. Voilà, se secouer et comprendre les enjeux et aller jusqu'au bout de tous ces pourquoi pour vraiment être fier et serein par rapport à la réponse qu'on apporte sur le moment M, hein, parce qu'en plus c'est changeant. Ça, c'est pas évident. C'est pas évident, mais de faire ce travail et derrière de, bah, en vrai, je m'en fous et allez, ok, je m'achète mon SUV et je continue à faire mes week-ends en Europe en avion. Bah, ok, t'as décidé, t'as gagné, t'as le droit, mais tu l'auras vraiment Ouais, décidé. un choix vraiment en profondeur, un choix du cœur et comme on disait tout à l'heure, ça demande voilà de prendre le temps de... En connaissance de cause, ouais. Non, mais ça me fait penser à tellement de situations personnelles et maintenant tu vois, tu m'as donné des idées de quoi leur répondre. Au sein même de notre cercle proche, on peut avoir des exemples où on est un peu démunis quoi sur quoi leur dire et en fait les laisser vivre et c'est eux qui ont le pouvoir aussi sur l'impact de leurs décisions sur nous tous. Ouais, et à la fois aussi, il faut reconnaître hein, que quand on a ces réactions, en fait,
il faut aussi reconnaître notre impact à nous. Si on a ces réactions, c'est parce que justement, en fait, les, euh, les personnes qui réagissent comme ça, on les fait se confronter à elles-mêmes parce que elles nous voient bouger et donc bah, elles se voient aussi immobiles par rapport à ça et elles nous voient peut-être plus épanouies, vivre plus intensément et donc elles se rendent compte qu'il y a sans doute le soir cette petite voix qu'elles osent pas écouter et donc ça les gêne et donc parfois on a des réactions épidermiques parce que je pense que les gens ils sont d'une certaine manière un peu jaloux aussi de notre mise en mouvement que eux ils n'arrivent pas à concrétiser donc il faut aussi faire preuve d'empathie. En gros c'est ça que j'essaie de dire. Je pense qu'il faut aussi faire preuve d'empathie et pas tout ouais et pas tout mettre sur le dos de ces personnes parce que ben, malheureusement elles sont prises dans un piège auquel elles n'arrivent pas à renoncer. C'est pas aussi simple tout le temps mais c'est aussi ça. Je pense qu'il y a peut-être de ça. Ouais, oui. Et puis, ouais. Après, ces personnes, je crois qu'elles ne savent elles-mêmes pas qu'elles font partie d'un piège ou, tu vois, parce que pour elles, bon voilà, ce serait encore une longue discussion, mais en tout cas, c'est nous qui sommes les rabat-joie, qui comprenons rien, et c'est peut-être le cas pour beaucoup de personnes, enfin la majorité peut-être en tout cas des influenceurs, mais donc ouais, je sais pas si eux peuvent le voir de cette façon, ou en tout cas maintenant, ça peut peut-être changer. C'est sûr. Et si on est de plus en plus nombreux et que les indices de réussite de notre société changent et que bientôt, en fait, aller à Hawaï pour faire quelques photos, ça paraîtra complètement ringard, ah ben, c'est sûr que là, on aura plein de personnes qui diront, bon, c'est vrai, c'était ringard, et je suis content de changer, et voilà, tu vois. En fait, en gros, moi, je trouve que dans une société qui change, en fait, où on a des modes de vie qui vont potentiellement être radicalement différents, dans cet interstice, oser faire en sorte qu'il y ait le maximum de personnes qui se positionnent à nouveau, qui peuvent redresser la tête, qui peuvent s'approprier les changements et décider de là où, vers quoi on va, c'est vraiment, vraiment, vraiment primordial. Et moi, c'est à ça que je travaille. On doit accepter qu'il y en aura sans doute encore quelques-uns qui, en fait, auront dit, bah, moi, j'étais un suiveur du monde d'hier, je serai un suiveur du monde d'après, et puis c'est comme ça, et puis voilà. Bon, bah, allez, hein, tant pis, on aura, nous, fait le maximum qu'on pouvait pour essayer de faire en sorte qu'il y ait d'autres tendances qui émergent et qu'il y ait le maximum de personnes qui puissent se positionner par rapport à ça. Bien sûr. On va conclure cet épisode, en tout cas cette discussion, avec une phrase qui, je trouve, vraiment permet de résumer ce qu'on vient de dire. C'est les utopistes sont des résistants de la vérité. Donc c'est une phrase de Emmerich Caron. Émeric Caron. Caron, pardon, je l'ai prononcé à l'américaine, la version un peu Caron. Voilà, c'est-à-dire même si c'est des idées qui peuvent paraître voilà des utopies vivantes, en tout cas elles sont vivantes, donc elles peuvent se concrétiser. J'aimerais te poser la dernière question du podcast, Julien, sur la nouvelle conscience, ce que ça signifie pour toi. Ma définition de la nouvelle conscience? Je crois qu'on pourra vraiment dire qu'on a une nouvelle conscience quand on refera corps avec le vivant. Euh, les 2030 glorieuses, ça sera l'époque où on se rend compte de notre interdépendance et on a conscience ben, de faire partie d'un système éminemment complexe dont on est seulement un rouage. Voilà. Je pense que c'est la définition la plus la plus limpide, la plus courte que j'ai eue jusqu'à maintenant. Donc merci Julien pour ton temps, pour ton énergie. Merci à toi Manon. On peut te retrouver sur tes réseaux, donc ça commence par moi sur Insta, sur Facebook, sur ton site internet où tu as répertorié 300, ben maintenant il y en a plus de 400, donc des actions pour agir au quotidien, et plus ton nouveau livre 2030 glorieuses utopies vivantes, qui est le 4e je crois, en tout Ouais, 3 autres. Donc voilà, on peut trouver assez facilement. Et puis dans plein de podcasts sur YouTube. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles sur iTunes et sur Apple Podcasts. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire et à me suivre sur la page Instagram Nouvelle Conscience Podcast. Vous pouvez aussi m'écrire. Je suis toujours ravie de vous lire, de vous répondre et de partager avec vous des idées, des réflexions autour de ce projet de nouvelle conscience. Je vous dis à la semaine prochaine.
En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.